Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue à ce nouveau webinaire de la WDI francophone et bienvenue à Aurore qui est avec nous. Comme chaque premier dimanche du mois, à 18 heures heure de Paris, midi, heure de Montréal et de Québec. Bienvenue donc dans ce webinaire en langue française de la WDI, l'organisation mondiale qui défend les droits des femmes basés sur le sexe. Parce que les femmes subissent des violences en fonction de leur sexe et non pour des raisons métaphysiques qui seraient liées à un ressenti quelconque. La WDI est à l'origine de la Déclaration des droits des femmes basée sur le sexe et notre déclaration réaffirme les droits des femmes tels qu'ils ont été définis, présentés et définis dans la CEDEF, la Convention de l'ONU pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Notre déclaration compte à ce jour près de 40 000 signataires à travers le monde, provenant de 160 pays et plus de 500 organisations. Nous vous invitons à signer cette organisation et à la faire signer, c'est très important, à la signer en votre nom et en celui de vos organisations, s'il vous plaît. La Déclaration des droits des femmes fondée sur le sexe biologique, de sexe donc, a été conçue par les fondatrices de la WDI pour faire pression sur les nations dans le but de préserver le langage qui protège les femmes et les filles selon le sexe plutôt que le genre ou l'identité de genre, et donc pour protéger nos droits. Le sexe est défini par les Nations Unies comme les caractéristiques physiques et biologiques qui distinguent les mâles des femelles. Et quant au genre, l'ONU le définit comme les rôles, les comportements, les activités, les caractéristiques qu'une société donnée, à une époque donnée, considère comme appropriées pour chacun des deux sexes. Ces caractéristiques, ces opportunités, ces modèles relationnels sont construits socialement et sont inculqués par le processus de socialisation. Donc voilà, après cette mise au point sur sexe et genre, nous savons qu'il y a des modifications dans les textes internationaux et aussi dans les lois des pays qui remplacent de plus en plus souvent les références à la catégorie de sexe par la catégorie dite de genre. Or, le concept d'identité de genre transforme les stéréotypes qui sont socialement construits en des faits, prétendument des faits, qui seraient donc innés, donc naturels, et ça met en danger les droits des femmes. Donc cette confusion entre le sexe et le genre porte atteinte directement et violemment aux droits des femmes, des droits acquis par des décennies de lutte. Donc la Déclaration des droits des femmes fondée sur le sexe, que nous vous invitons à signer, réaffirme que les droits des femmes et des filles doivent être fondés sur le sexe dit biologique et met la lumière sur la discrimination qui résulte du remplacement de la catégorie sexe par la catégorie d'identité de genre. Notre déclaration comporte 9 articles, parmi lesquels aujourd'hui nous aborderons plus spécifiquement l'article 1, qui réaffirme que les droits des femmes sont fondés sur le sexe biologique, toujours, et donc sur le fait que les États doivent veiller à maintenir le sexe biologique et non l'identité de genre comme catégorie fondamentale pour ce qui a trait aux droits des femmes et des filles à ne pas subir de discrimination. L'article 3 réaffirme les droits des femmes et des filles à l'intégrité physique et procréative. L'article 4 réaffirme les droits des femmes à la liberté d'opinion et d'expression, notamment le droit de ne pas être inquiétées pour leurs opinions et le droit de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce sans considération de frontières, sous forme orale, écrite, imprimée, artistique ou par tout autre moyen de son choix. Et on va voir ici l'importance de l'écrit. Et l'article 9, bien sûr, réaffirme le besoin de protection des enfants. La WDI francophone, qui s'appelle également Nous Femmes, existe depuis maintenant plusieurs années. Pour la partie française, elle se réunit chaque mois, mais également pour la partie québécoise, je crois. Et nous réalisons des actions qui visent à sécuriser les droits des femmes et des filles donc dans nos pays. Donc en France, dans les pays francophones, au Canada, bien sûr, dans le monde entier. Et vous pouvez faire partie de la WDI, vous pouvez nous contacter. Pour ce qui est de la France, contactez-nous par Helloasso. Pour ce qui est de WDI Québec, on va vous mettre une adresse mail si vous voulez contacter WDI Québec. Et chaque mois, nous réalisons un webinar. Les derniers ont eu lieu sur le thème de la santé des femmes, sur le harcèlement par les prosélytes du genre
qui ont amené l'une d'entre nous à perdre son emploi, les évolutions de techniques de PMA, et il y en aura d'autres qui sont prévues. Et aujourd'hui, nous avons la joie et l'honneur d'accueillir Aurore Pérez. Vous pourrez lui poser des questions dans l'application questions-réponses en bas de votre écran. Et Aurore va nous présenter la démarche de création de sa maison d'édition et l'écriture de son livre. Je ne vais pas déflorer le sujet, elle va s'en charger. J'ai la grande joie de compter Aurore parmi mes amis. Je définirais Aurore comme on va dire il y a trois dimensions, enseignante, une étudiante et une militante. Alors, elle est enseignante notamment en français, langue étrangère, donc avec notamment beaucoup de Canadiens avec qui elle travaille, mais pas seulement. Elle est également étudiante en master sur les violences sexuelles qu'elle réalise en Espagne actuellement. Et puis, elle est également militante, très militante, hein, militante pour les droits des femmes et contre les violences masculines. Notamment, elle milite dans les collectifs d'Oser le féminisme 84, Oser le féminisme à Arles également, et bien sûr au sein des Amazones d'Avignon, qu'elle a rejoint il y a, je pense, environ, je sais pas, au moins 4 ans, hein, Aurore. Je me souviens très bien de 5 ans. Je me souviens très bien, donc elle fait partie vraiment des très anciennes. Et voilà, je me souviens la première fois que j'ai rencontré Aurore, bien sûr, c'était grâce aux réseaux sociaux qui, des fois, quand même, nous font du bien. Et j'avais organisé un collage contre la pornographie, dénonçant la pornographie. Et donc, Aurore nous a rejointes sur ce collage qui était mémorable et dont il reste encore beaucoup de traces. D'ailleurs, ces collages ont été énormément été utilisés pour illustrer les ravages de la pornographie. Et depuis, eh bien, Aurore s'est investie beaucoup dans les Amazones d'Avignon et notamment, elle a été présente tout au long du procès des violeurs de Gisèle Pelicot, donc tout l'automne, on va dire tout l'automne 2024, et également cet automne lors de l'appel d'un des violeurs de Gisèle Pelicot à Nîmes, où elle a été à nouveau très présente. Voilà, donc bienvenue Aurore, merci d'être là. Et bien maintenant, je vais te laisser te présenter. Merci Blandine, merci pour l'invitation à toute l'équipe de WDI. Et je vais commencer par remercier chaleureusement toutes les copines militantes qui se connectent, les proches, les voisines aussi, et toutes les personnes que je ne connais pas, mais qui ont un intérêt pour Nous sommes nos corps. Donc c'est le livre que je vous montre aujourd'hui et dont je vais vous parler. Le projet éditorial, merci, le projet éditorial de la Trêve également, et donc je vais vous les présenter tour à tour. Si je vais vous parler de ma démarche essentiellement, il y a quand même derrière Nous sommes nos corps deux autres personnes avec moi que je tiens vraiment à nommer. Donc l'illustratrice Rita, qui est enseignante elle aussi, elle enseigne les arts plastiques et qui est militante féministe, abolitionniste, écoféministe. Il y a également Jessica Aubin, qui est l'autre cofondatrice de La Trêve. Elle est notamment aux manettes de la maquette, mais aussi de plusieurs relectures très très approfondies, notamment les dernières. Et si elle m'écoute là, elle saura très bien de quoi je parle. Je les remercie pour leur confiance, mais je dois aussi dire que la création de ce livre et tous les moments qui ont accompagné cette création et aussi la maison d'édition, ça fait partie des moments de militantisme parmi les plus riches que j'ai pu vivre. Donc, je suis vraiment très heureuse de pouvoir les présenter aujourd'hui dans ce webinaire. Je vais donc démarrer avec Nous sommes nos corps et ensuite je vous parlerai un peu de la maison d'édition. Donc pour commencer, je dirais que toutes les questions qui se retrouvent dans le livre, elles datent un petit peu parce que ça fait plusieurs années que je suis militante féministe. J'ai régulièrement travaillé sur la question de l'exploitation sexuelle par ce biais-là, la question du consentement aussi, et sur ce que moi j'appelle le masculinisme trans, mais bon, qu'on peut appeler transactivisme, idéologie de genre, enfin, pour les habitués du webinaire de WDI, vous savez qu'il y a beaucoup de façons de parler de cette confusion entre le sexe et le genre, justement. Et donc, moi, au fil de tout ce temps, j'ai constaté qu'il y avait une absence de livre avec un type de contenu qui serait un livre qui fasse la distinction entre les caractéristiques corporelles et les récits, donc entre ce qui relèverait de la biologie et ce qui relèverait des discours.
Donc un livre féministe à partir du vivant, ça c'est le résultat qu'on retrouve donc dans cette publication. Un livre qui parle du réel et qui rappelle que nous sommes des êtres finis et que cette finitude, elle fonde une éthique. La finitude, ça va être parler des étapes de la vie, donc de la naissance jusqu'à la mort. Mais quand on parle aussi d'être un être fini, c'est que nous sommes des êtres qui sont complets. En tant que prof, même si aujourd'hui je n'enseigne plus auprès des très jeunes, je voyais aussi ce besoin parce que c'est des questions que les enfants se posent, que les enfants se posent parce qu'on les conduit aussi vers ce chemin-là. Donc cette réflexion-là, elle est aussi dans tout ce qui est la réflexion préalable au livre, mais aussi les questions que j'ai pu entendre de la part des enfants dans ma famille, etc. Enfin, les enfants en général, donc, quand même, s'interrogent sur cette question-là parce qu'on les amène sur ce terrain. Et comme il n'existe pas d'outils qui expliquent le vivant, la matérialité du sexe, pourquoi il y a deux sexes, et aussi comment on grandit dans le temps, avec une dimension antisexiste, parce que enfin, il existe beaucoup de documents qui parlent de sexe, mais pour parler de la reproduction, par exemple. Mais cette approche féministe, et notamment cette approche qui va permettre d'apporter une analyse sur le masculinisme trans, elle n'existe pas ailleurs. Donc j'ai eu envie de proposer un livre pédagogique. Je ne sais pas si je pourrais vraiment vous montrer la structure, mais sinon si vous avez l'occasion un jour de manipuler le livre, vous verrez qu'il est vraiment pensé comme un manuel. En fait, c'est vraiment des sections, c'est très découpé, donc c'est très pratique justement quand on doit utiliser ce support-là pour faire de la transmission dans un cadre plus didactique. Mais pas forcément que ça. Donc le livre est pensé pour les enfants. Même si les adultes, bien sûr, peuvent le procurer et apprendre beaucoup avec. Un livre qui parle du corps comme de soi, c'est-à-dire que dans ce livre, on ne fait pas la distinction entre le corps et l'esprit. Le corps, c'est-à-dire c'est être un être. Et surtout, un corps n'est jamais un objet ou un projet. Le déclic, ça a été de parler justement de finitude, hein. C'est cette notion que je vous ai mentionnée juste avant. Et je pense qu'on peut toutes faire la même constatation ici. Euh, la confusion immense qui règne sur le corps, entre corps, sexe, genre, c'est une confusion qui est alimentée par le néolibéralisme, par l'individualisme, par cette idée que tout est modifiable et optimisable et transformable à volonté. L'idéologie, en fait, d'un corps qui serait un projet, d'un corps projet, d'un corps ressource ou d'un corps matériau et qui alimente l'idée de la capitalisation pardon, du corps et de la marchandisation. C'est là que je reviens sur les questions de pornographie, de prostitution, de maternité de substitution, qui sont des sujets sur lesquels j'avais déjà travaillé avant, mais qui vraiment alimentent les contenus qui sont dans le livre aujourd'hui. Bref, l'idée du corps comme un objet, et donc un objet, c'est forcément quelque chose qui est remplaçable aussi. Donc voilà, ces questions-là, elles sont dans la réflexion qui est dans la démarche préalable de création du livre. Mais évidemment, ça, ce sont des sujets qui sont très complexes pour les enfants. Donc, je vous l'explique ici parce qu'on est dans ce contexte qui me le permet, mais c'est pas les contenus qu'on va retrouver tels quels dans le livre. Pour les enfants, c'est trop complexe, donc c'est pas abordé de manière frontale. Par contre, l'explication pour moi, elle était importante aujourd'hui parce que c'est vraiment la manière d'aborder de manière racinaire, enfin à la racine, comme le féminisme radical, hein, c'est cette idée-là. Notamment, vous allez retrouver dans le livre la notion de propriété qui va être remise en question, parce que l'idée, c'est que mon corps, c'est moi. On va le distinguer de mon corps, c'est à moi. Mon corps, c'est moi, et c'est à partir de là qu'on va parler. Le résultat, c'est donc ce livre, ancré dans la matérialité, un livre qui parle du rapport entre biologie et culture. Et vous allez voir qu'il y a donc deux dynamiques qui cohabitent ici. Le livre suit le fil de la vie et en même temps, il adopte tout le long une perspective antisexiste. Donc, à partir de là, je vais partager un document.
qui va me permettre de vous expliquer un peu plus en détail les contenus du livre. Donc, il y a ici notre titre, donc Le vivant au cœur du féminisme, parce que c'est ce qu'on va retrouver justement, cette idée que on ne peut pas vraiment avoir une approche qui soit fondée sur quelque chose de féministe, de politique, si on décorrèle en fait le fait que nous sommes d'abord des, des organismes, des êtres, des animaux, des mammifères, etc. D'accord, de toute cette démarche qui va nous permettre de comprendre qu'est-ce qu'un corps et ensuite quel impact ça a sur le féminisme. Donc, je vous présente ici la couverture du livre. Je dois dire d'ailleurs que je suis ravie de la collaboration avec Rita parce que quand je lui ai montré le projet, elle a tout de suite compris ce que j'avais en tête. Elle m'a proposé des illustrations que je pense qu'on a à peine retouchées et c'était peut-être le fait d'avoir travaillé ensemble avant qui nous a permis d'avoir cette entente-là, mais vraiment notre dynamique de travail, elle a été très efficace parce qu'elle a compris mon texte et les illustrations qui sont venues par la suite, qui sont nées de ça, étaient vraiment adaptées dès le départ. Donc l'idée, c'est ce livre qui va nous permettre d'explorer les étapes de la vie sans clichés sexistes. Pourquoi ce livre? Je vous l'ai déjà expliqué avant de manière assez longue, mais ici j'ai fait un petit résumé. Donc l'absence de support face à de nombreux livres, par contre, qui vont marquer ce dualisme entre le corps et l'esprit. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très présent dans la littérature aujourd'hui. Et d'ailleurs, je vous ferai un petit clin d'œil tout à l'heure avec un livre dont je vous parlerai vers la fin, mais on en parle un petit peu dans une de nos publications. Et ça vous permettra justement d'avoir peut-être un aperçu plus global de ce qui se fait dans la littérature jeunesse, si vous n'êtes pas dans ce domaine-là ou dans ce type d'exploration. Mais vraiment, on peut dire que les livres qui vont parler de transgenrisme, d'être non-binaire, etc., sont de plus en plus publiés. Par contre, l'autre démarche est totalement absente. Répondre aux questions des enfants, évidemment, c'est essentiel parce qu'on a besoin de les équiper avec des réponses qui soient ancrées dans le réel. Et en même temps, pour que ce soit logique dans la démarche intellectuelle que moi j'avais aussi, c'était l'envie de proposer ce livre avec une invitation à la démarche scientifique et à cet éveil de l'esprit critique, c'est-à-dire comment je vais pouvoir, en tant qu'enfant qui découvre certaines questions, comment je vais pouvoir avoir accès à des réponses. Et donc, comment je peux faire des recherches? Donc, dans le livre, on a justement une section avec des petits exercices qui vont interroger sur les stéréotypes et qui vont nous permettre de vérifier qu'en fait, notamment sur les rôles, par exemple, eh bien, si je prends des choses un peu évidentes, que seuls les garçons auraient le droit de jouer au foot, par exemple, eh bien, le fait de travailler cette question-là sous forme de questions en interrogeant autour de soi, ça permettra aux enfants d'avoir une variété de réponses et de se rendre compte qu'il n'y a rien d'absolu dans les activités, les domaines qui touchent au goût, au loisir, au métier. Et, et c'est ce qui nous prouve en fait que c'est des domaines qui ne sont pas réservés aux enfants en fonction de leur sexe. Donc ici, voilà, il y a vraiment enfin, moi, ça me semblait important justement de pouvoir répondre ou de pouvoir offrir un cheminement qui conduise vers la démarche scientifique, en fait, justement pour pouvoir contrer le reproche que moi je pourrais faire de manière régulière, en fait, aux personnes qui sont prosélytes de cette croyance qu'on peut avoir un genre, changer de genre, etc., qui vont être des discours très dogmatiques en fait. Donc, comment ne pas être dogmatique? Eh bien, c'est de pouvoir offrir justement une démarche qui évite d'entrer dans des idées figées. Donc, comment penser le livre et comment penser tout le déroulé de ce contenu? Eh bien, évidemment, dans les débats de société actuels, parce que on ne peut pas éviter aujourd'hui cette discussion dans les milieux féministes, mais de plus en plus élargie aussi. Mais vraiment, le féminisme, les associations féministes, elles sont colonisées par cette question-là, donc ça devient inévitable.
et en même temps la nécessité de travailler les stéréotypes sexistes. Ici, c'est très intéressant de voir que on va rejoindre en fait avec cette analyse des stéréotypes sexistes à la fois les personnes conservatrices du genre sur le modèle, on va dire entre guillemets traditionnel, mais en fait les personnes qui sont prosélytes de cette identité, de cette croyance dans une identité de genre, elles sont tout aussi conservatrices de ces stéréotypes-là. Simplement, elles vont inverser ou peut-être un petit peu réécrire, mais la base reste commune. Donc, c'était nécessaire de passer d'abord par ces questionnements-là. Sur l'idée du dogmatisme, évidemment, parce que, alors là, bon, c'est aussi un petit peu personnel, parce que je pense que j'ai tendance à être un petit peu catégorique ou absolue dans mes manières d'analyser les choses et de tirer des conclusions. Donc pour moi, c'est toujours un exercice de pensée qui est régulier, pas forcément sur cette question-là, mais de manière beaucoup plus ample. Et donc, en fait, j'ai commencé à me demander si je veux pouvoir contredire ce genre de propos qu'on va entendre comme les femmes trans sont des femmes, enfin, toutes ces questions-là qui sont un petit peu répétées comme des mantras. En fait, je me disais, il faut que je reprenne ces phrases-là et que je m'interroge sur est-ce qu'il y a une part de vrai quand même quelque part? Est-ce que tout est faux? Est-ce que on peut établir quand même certaines vérités à partir de là ou pas? Voilà, et vraiment avoir une réflexion très approfondie avant d'apporter des réponses. Donc, sur cette base, en fait, et de s'interroger sur quelle est la part de vrai et la part de faux, je suis restée notamment penchée beaucoup sur les questions de... Donc, les affirmations, hein, je les mets entre guillemets, bien sûr, parce que ça, c'est pas moi qui vais le dire, mais on peut changer de sexe, on peut changer de genre. Le sexe est un spectre, le genre, c'est fluide. Et ça, c'est la dernière question, notamment, c'est celle qui m'avait le plus interrogée, parce que, bien sûr, on peut s'interroger et réfléchir sur les catégories de sexe et les catégories de genre à chacune de ces questions-là. Mais la question de fluidité et de changement, je la trouvais très intéressante justement pour pouvoir dire effectivement, il y a des choses qui changent au cours de la vie pour tous les êtres vivants, mais il y a des choses qui ne changent pas. Et donc c'est peut-être ça qu'il va falloir expliquer. Et en fait, à partir de là, à partir de cette idée-là de qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui ne change pas, j'ai pu avoir ce déclic qui m'a permis de parler donc de finitude et donc d'aller jusqu'à la mort et de convertir le livre en étape de la vie sans cliché sexiste, parce que j'avais quand même l'idée de parler du fait qu'il n'y a que deux sexes, de parler un petit peu de reproduction, de parler des stéréotypes, mais j'avais pas encore la manière de terminer l'ouvrage. Et en fait, ça a été grâce à ça, grâce au fait que si on parle de cette fluidité dans le cas du masculinisme trans, en fait, moi, je peux reprendre cette idée finalement et dire que oui, il y a une certaine fluidité qu'on va pas nommer comme ça, mais le fait de grandir, le fait de vieillir, ça nous permet de dire que effectivement, le corps change toute la vie, le corps subit des changements. Par contre, on peut pas, sur cette base-là, accepter tirer la conclusion que tout peut changer. C'est pas parce que certaines choses changent que tout est modifiable ou que tout est malléable. Et, euh, et donc reconnaître que le corps a certaines limites. La limite notamment de la naissance et de la mort, ce sont les limites les plus infranchissables qu'on va rencontrer. Et ensuite, il y a des questions sur lesquelles je me suis interrogée aussi, pardon, des affirmations, encore une fois. Donc, les femmes trans sont des femmes, donc qu'est-ce que ça veut dire, ces mots-là? Comment on définit ce mot femme? Comment on définit aussi le mot fille? Bon, c'est des définitions qu'on retrouvera dans le livre. Et une des affirmations qui m'intéresse le plus, c'est celle de je suis devenue qui je devrais être. Parce que c'est quelque chose qu'on entend souvent pour mettre notamment en exergue cette idée de souffrance qui est derrière l'inconfort du genre ou ce genre de choses qu'on entend. Mais en fait, c'est impossible de devenir quelqu'un d'autre que la personne que nous sommes. On ne peut pas ne pas être soi. En fait, ça, c'est des choses qui ne sont pas possibles. Donc, bien sûr, avec un langage qui est adapté, c'est des éléments qu'on retrouve également dans le livre pour essayer justement d'avoir une approche la plus proche du respect corporel, du respect des autres. Enfin voilà. Donc, dans les contenus qu'on va rencontrer,
Bien sûr, la biologie contre les discours ou les discours contre la biologie. La distinction donc entre les caractéristiques corporelles et les récits, donc tout ce qui va être, si vous voulez, d'un côté le vivant et de l'autre côté les récits identitaires, en fait, hein, c'est de ça que je veux parler. Donc ici, ça va interroger beaucoup les stéréotypes, ça c'est ce qui est le plus parlant pour les enfants, et ça donne finalement un livre féministe à partir du vivant, donc dans lequel on va voir que nous sommes des êtres finis, dans le sens des êtres complets, pourquoi il y a deux sexes et pourquoi il n'y a que deux sexes, ce qui change, ce qui ne change pas, et évidemment le rapport au temps. À la fin, on a un livre qui est ancré dans cette approche pédagogique qui va parler de discrimination, parce on parle de handicap, on parle d'homosexualité. Évidemment, on va parler de ces choses-là de manière moins étoffé, mais c'est des éléments qui sont très importants en fait, parce que si on veut avoir ce contre-pied enfin récupérer ce mot de inclusion ou d'inclusivité qui nous appartenait avant et dont on a été dépossédé, en fait, c'est par ce biais-là qu'il faut les récupérer et dire que la discrimination, c'est justement aller contre les personnes parce qu'on va apporter atteinte à leur intégrité, on va leur manquer de respect, etc., sur la base de certains éléments. Mais par contre, nier une réalité et nier le vivant, ça, ce n'est pas une discrimination. On ne peut pas être accusé de ne pas reconnaître, euh, comment, comme si ne pas reconnaître cette transidentité, ça serait ne pas vouloir reconnaître une souffrance. Donc le livre ne se place pas du tout là-dedans. Au contraire, il va parler des différences qui peuvent être la base pour des discriminations et en quoi ces discriminations ne sont pas tolérables. Donc, au cœur du livre, évidemment, la question qui nous intéresse le plus, c'est cette question du sexe et du genre, qui va être présentée pour qu'on comprenne bien que le sexe et le genre sont des réalités. Les deux sont des réalités, mais elles ne sont pas interchangeables parce qu'elles ne sont pas sur le même plan. Et ça, c'est très important parce que quand on parle de genre, et d'ailleurs c'est assez absurde qu'on parle d'identité de genre parce que le genre, c'est une structure sociale, ce n'est pas une identité ou ce n'est pas un stéréotype, hein, c'est ce qui va organiser tout ça. Donc ce sont deux choses différentes parce que on va avoir le sexe d'un côté qui est la structure du vivant et on va avoir le genre sur un autre plan. C'est même pas une opposition non plus, c'est juste que ce sont deux plans différents qui est la structure sociale. Puisque c'est la structure sociale, puisque ça fait partie du monde de la culture, eh bien ça c'est changeable. En revanche, la structure du vivant, ce n'est pas possible de la changer. Mais dans tous les cas, qu'on parle du sexe ou qu'on parle du genre, ce ne sont pas des identités, parce qu'on ne peut pas avoir comme identité des structures. Ça, ce n'est pas possible. J'ai reformulé ça de différentes manières. Vous allez voir. Donc, une première reformulation. Le sexe, c'est la réalité biologique, matérielle qui est inchangeable. Et c'est le terrain commun pour tout le monde. J'insiste bien sur cette partie-là, parce que le fait que ce soit le terrain commun pour tout le monde et que ce soit cet élément, cette structure-là qui soit au centre du livre, c'est ce qui permet justement d'avoir un livre inclusif. D'accord? Donc, vous verrez que quand vous lirez le livre, je n'utilise pas le mot transgenre, par exemple, ou non-binaire, hein, toute cette catégorie de mots, parce qu'en fait, on sort du terrain commun. Si je veux un livre inclusif, il faut que ce soit un livre qui puisse parler à tout le monde. Et donc, le point commun que nous avons, c'est de parler justement de notre biologie. Le genre, en revanche, c'est l'organisation hiérarchique. Et ça, c'est transformable, parce qu'on peut justement changer cette hiérarchie. Elle peut être plus ou moins agressive, elle pourrait même euh, être inversée. Pas que ce soit vraiment faisable quand on parle du genre, mais en tout cas, on peut l'imaginer. Et les attentes pèsent différemment selon le sexe. Donc là, on voit bien qu'il y a la réalité biologique qui sert de terrain, en fait, pour créer la discrimination et pour créer ce système qui organise la discrimination, qui est le genre. Et à partir de là, la réponse qu'on peut donner sur l'émancipation ou bien la liberté, peu importe le nom qu'on va donner ici, mais quand on pense aux enfants, quand on pense aux filles notamment et aux femmes,
La liberté, justement, elle ne va pouvoir être comprise par rapport à ces structures-là que en fonction des conditions. Elle ne dépend pas des identités. Donc encore une fois, et c'est ce que je disais juste avant, sexe et genre ne sont pas des identités, ce sont des structures. Et donc, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir analyser la capacité d'émancipation des filles et des femmes dans les différentes sociétés qui existent aujourd'hui. Une autre reformulation possible, c'est de dire que le sexe n'est pas une identité. Vous voyez que je dis la même chose pour le genre, ce n'est pas une identité. Le sexe, c'est une caractéristique que le patriarcat va interpréter. Et le genre, quant à lui, c'est une structure qui subordonne un sexe à un autre. Et vous savez aussi bien que moi que le sexe femelle est historiquement subordonné parce que ça fait des siècles et des siècles que c'est comme ça, subordonné au sexe mâle, que je n'ai pas nommé ici parce que ce qui nous intéresse, c'est de parler justement des filles et des femmes de manière prioritaire. Une troisième reformulation, ni le sexe ni le genre ne sont des identités, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'identifier comme une structure, qu'elle soit reproductive ou qu'elle soit sociale, peu importe. Et ça provoque que la notion de choix soit absurde dans ce contexte-là. Donc, je sais pas, j'espère que ça vous invitera à repenser quand vous entendez les personnes parler de l'identité de genre ou bref, ces formulations-là, de se dire en fait, c'est pas possible et il y a une absurdité qui est incroyable parce que on parle vraiment de la hiérarchie et on ne peut pas s'identifier comme une hiérarchie. Ça n'existe pas. Pour conclure sur ce point-là, je dirais qu'on ne déconstruit pas le sexe, on peut déconstruire le pouvoir qui est exercé sur lui et de quelle manière? Eh bien, en déconstruisant le système qui discrimine. D'accord? On ne peut pas ici interchanger le sens du mot sexe et le sens du mot genre comme si c'était des miroirs, en fait. On voit bien ici qu'il y a un déséquilibre simplement parce que le plan sur lequel on va les analyser n'est pas le même du tout. Ici, je vous montre quelques images du livre. Donc, ça me permet à la fois de vous montrer la progression dans la lecture, mais aussi de vous montrer quelques illustrations de Rita, parce que vraiment, le livre est un bijou sur le plan des images, hein. C'est très, très beau. Donc, le livre commence avec l'idée qu'on va apprendre à reconnaître que nous sommes des animaux, que nous sommes des êtres, des mammifères, que nous sommes des êtres humains. Donc, c'est cette première idée d'être ensemble dans l'écosystème. Et ensuite, on va aller vers quelque chose de plus personnel et beaucoup plus centré sur les êtres humains et ensuite avec un discours vraiment centré sur les enfants. Avec au cœur de cette dynamique, je pense que je vous le disais au début quand j'introduisais, que nous ne sommes pas des objets, nous ne sommes pas des propriétés et que tout ceci, ça permet de désactiver justement le discours sur l'utilisation des corps et l'exploitation mercantile autour des corps. Je dis corps parce que c'est souvent le discours qu'on entend. On parle des corps des femmes, on a vraiment ce mot qui est au centre, mais vous avez bien compris, je pense, qu'avec ce titre-là et cette approche-là, quand je parle d'un corps, je parle d'un être, et vraiment, c'est quelque chose qui est indissociable, hein. Ensuite, avec cette image de changer, eh bien, pour montrer qu'on évolue toute la vie, il y a cette manière de un petit peu reprendre dans le bon sens l'idée de fluidité. Et enfin, parler du vivre. Alors, vivre, c'est à la fois vivre ensemble, mais c'est aussi le cycle de la vie. Le livre termine donc par une explication sur la fin de vie, et également, parle également du deuil. Donc, voilà, avec ces quatre images, je pense que vous avez un aperçu quand même qui est assez clair de la composition, je ne sais pas comment vous dire, enfin de l'évolution dans la lecture avec les points centraux qu'on retrouve dans le livre. Par rapport à l'image précédente, là, sur changer, justement, il y a cette idée que nous changeons et nous ne changeons pas. Donc, dire que le corps a des limites, mais que ces limites, elles ne sont, que les corps ne sont pas figés.
Donc, par exemple, nous changeons toute la vie. On le voit quand on grandit, quand on vieillit. On le voit parce que la couleur des cheveux peut changer. Enfin, il y a beaucoup de signes que les enfants peuvent identifier comme ça. Certains sont nommés dans le livre, d'autres, pour d'autres aspects, on va leur demander de mener aussi leurs propres enquêtes. Et ensuite, des éléments qui ne changent pas, comme le sexe et la finitude. Bon, beaucoup de reformulations pour vraiment que cette différence soit comprise, parce qu'elle est au cœur de la démarche du livre, mais elle est au cœur vraiment du féminisme. Donc on a besoin de tous ces éléments-là avec un degré de clarté et qui nous permettent justement d'évacuer tout le flou et toute la confusion que les prosélytes de l'identité de genre ou de la croyance de cette identité de genre créent et, euh, et, euh, et injectent en fait dans tous les collectifs militants et également dans d'autres sphères. Donc je dirais que le corps n'est pas un objet, le corps n'est pas une propriété, et ça justement c'est ce qui désactive l'exploitation sexuelle et reproductive des filles et des femmes. Si vous avez déjà fait attention à cette question, vous ne serez pas surprise de constater que enfin, ce capital, cette idée de corps qui serait utilisable, achetable, transformable, peu importe, c'est uniquement quelque chose, c'est uniquement un corps féminin qui est au centre de ça. Les hommes et les garçons ne reçoivent pas le discours de mon corps, mon choix, qui lui aussi, hein, ce slogan a également été transformé par cet entrisme du transactivisme. Et la même chose pour le consentement. Toutes ces notions-là, en fait, autour du corps, autour de l'accès au corps, c'est ce que la notion de consentement va interroger. C'est des questions qu'on va presque toujours, dans presque tous les cas, orienté en direction des filles et des femmes et très peu en direction des hommes. Le langage, c'est un autre des éléments très importants pour moi dans l'écriture du livre, de pouvoir avoir une démarche féministe aussi dans la manière de développer les idées et de le faire avec précision, en fait. Donc, dans les éléments de langage qu'on va retrouver dans le livre, la première chose que j'ai voulu faire, c'était de nommer le féminin toujours au complet. C'est-à-dire ne pas le tronquer, donc vous ne verrez pas de formulation avec le point médian ou des tournures où les mots, une partie du mot va être accolée au masculin ou des parenthèses, etc. J'ai évité de le faire au maximum, donc à chaque fois on va retrouver le féminin et le masculin. Les deux mots vont être cités si c'est nécessaire. Parce que ça, en termes d'analyse féministe, ben pour moi, c'est une manière de montrer que les femmes ne sont pas des extensions des hommes ou des extensions du masculin, ne sont pas non plus des résidus. On est des personnes, on est des êtres finis, nous aussi, en fait, donc on doit être voilà, nommé au complet lorsque c'est possible. Je fais quand même une petite nuance parce que dans d'autres ouvrages, peut-être que ça m'arrive quelquefois d'utiliser ce point médian, hein. C'est pas une lutte non plus acharnée contre cette manière de composer le langage. Mais lorsque je peux l'éviter, je mets toujours les deux termes pour que les femmes soient représentées de manière complète et être dans cette démarche de respect. Comme c'était un livre pour les enfants et avec cette idée que je voulais proposer un espace, un modèle que les filles n'ont certainement jamais eu. Pour moi, c'était important, par contre, dans ce contexte-là, d'éviter à tout prix les structures où on va retrouver le féminin qui est tronqué, juste accolé et bien sûr pas inclus. Au mieux, du féminin neutre, mais pas du masculin neutre. La deuxième chose que j'ai voulu faire, c'est placer le féminin en premier. Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas vu ailleurs. Je n'ai pas vu ailleurs, en tout cas dans les livres jeunesse. Donc le féminin est en premier, par exemple, si je dois parler d'une agricultrice et d'un agriculteur, eh bien l'agriculteur ira en deuxième place. Sauf si éventuellement j'ai besoin de faire un accord plus loin dans ma phrase, et dans ce cas-là, pour avoir l'accord au féminin, parce que la dynamique de la phrase me paraît plus sensée comme ça, dans ce cas-là, je mettrai le féminin peut-être en deuxième pour faire un accord de proximité. Mais sinon, vraiment, c'est cette idée de laisser le féminin au complet et de le mettre en première place et que ça puisse interpeller, parce qu'en fait, quand on est l'adulte qui lit le livre avant de le transmettre à l'enfant,
Je pense que ça peut nous surprendre un petit peu. Et pour les enfants, c'est la même chose parce que les filles, et les garçons d'ailleurs, n'ont pas accès à un type de contenu qui organise la phrase de cette manière-là. D'autres éléments importants, j'ai évité de trop simplifier. Alors, quelquefois, on va rencontrer des mots qui sont un peu complexes, mais ça, c'est volontaire, parce que mon idée, c'était que ce langage-là, ce soit une incitation à la conversation, en fait, avec, dans mon idée, l'adulte qui accompagnerait à la lecture. Donc, ça permet d'avoir un terrain, justement, pour des questions. Certains mots, sont également expliqués dans un glossaire à la fin. Et en tout cas, j'avais la sensation que parmi les mots qui restent des mots complexes, que ces mots-là peuvent être quand même compris dans le contexte de la page, dans le contexte du livre évidemment, mais dans le contexte ensuite précis de la page ou du paragraphe. Et donc, ça me semblait bien quelquefois de maintenir ces mots volontairement, de manière vraiment délibérée. Complexe, bon, encore une fois entre guillemets, parce que la maturité des enfants varie tellement que c'est pas forcément si complexe, mais mon idée c'était de ne pas infantiliser. Le livre, évidemment, c'est un livre féministe, mais pour les personnes qui sont enfantistes, elles se reconnaîtront là-dedans aussi. C'est vraiment un livre qui est pensé pour ce public-là, et donc avec un grand soin dans la manière de s'exprimer aux enfants. Et ensuite, il y a des idées qui sont remises à l'endroit, mais également des idées qui sont absentes. Dans les idées que j'ai choisi de ne pas mettre, il y a l'idée du transgenrisme que j'ai voulu éviter, comme je vous ai déjà expliqué tout à l'heure. Mais il y a également autre chose qui me paraît très important, c'est l'idée du mérite. Parce que souvent, on a l'impression dans les discours que le respect, c'est quelque chose de conditionnel, alors que ça ne doit pas l'être. Ça doit découler simplement de nos rapports, de nos relations, parce que nous sommes des êtres vivants, nous devons nous respecter. Et du coup, ne pas faire passer ces messages de mériter le respect, de mériter certaines situations. Donc, cette idée-là également, elle est absente. Donc, on va parler des corps qui doivent être respectés, mais pas qui, et donc des personnes qui doivent être respectées, mais pas du tout sur la base de quelque chose qu'on aurait gagné. Dans les idées remises à l'endroit, pour moi, celle qui est fondamentale, eh bien, c'est l'idée de l'inclusion. C'est pour ça que le livre donc évite l'idée du transgenrisme de manière explicite, même si bien sûr vous allez le voir de manière transversale tout le long du livre, parce qu'aujourd'hui on ne peut plus parler de sexe, de changement de sexe entre guillemets, et de ces questions-là sans avoir la question du transactivisme derrière. Donc, l'inclusion, c'est cette idée que justement, en partant d'un terrain commun, tous les enfants peuvent se reconnaître dans la lecture et il n'y a pas de discrimination qui est faite parce que quand on part du vivant, on ne discrimine pas. C'est vraiment cette idée-là. Donc l'inclusion, elle est au cœur de ce premier développement. Mais après, bien sûr, comme on parle de handicap et qu'on parle enfin, de toute la diversité et des diversités qui peuvent être des terrains pour des discriminations, eh bien, la lutte contre ces discriminations permet justement à tous les enfants d'être dans cette démarche inclusive de respect, parce que, en enlevant l'idée du mérite, parce que nous sommes des êtres à respecter tout simplement. Euh, il y a quelques mentions également au racisme dans le livre, parce que ça me permettait aussi d'expliquer la structure du sexisme. Le racisme, finalement, c'est une discrimination dont on parle beaucoup plus facilement et qui ne semble pas tabou, comme parler de la condition des filles. Ça me permettait voilà, d'établir une base un petit peu de comparaison pour que ce soit peut-être plus simple aussi à comprendre qu'il y a vraiment un système qui va créer des normes différentes pour les filles et pour les garçons et qui permet d'expliquer justement pourquoi les traitements peuvent varier en fonction de notre sexe. Cette phrase, conceptualiser, c'est politiser, c'est une phrase d'une féministe espagnole parmi les plus grandes, qui est bah, pour moi au cœur de la démarche féministe de mon livre, bien sûr, mais en fait de
tous les textes que j'ai pu, dans les groupes de travail sur lesquels j'ai été, tous les textes que j'ai pu produire, je les ai produits avec cette idée-là en tête, parce que prendre les bons mots, c'est justement pouvoir nommer correctement la réalité, c'est pouvoir nommer correctement la discrimination. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire de confusion entre le sexe et le genre. C'est pour ça qu'on ne peut pas non plus dire qu'on est transgenre, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on est trans hiérarchie? Enfin, ça n'a pas vraiment de sens. Et qu'on a besoin de s'interroger justement sur à la fois d'où viennent les mots, comment on les utilise et quels impacts les mots ont sur les autres. Et dans la situation actuelle, dans le contexte actuel pour les féministes, eh bien, également se rendre compte que cette politisation des mots, elle est en marche contre nous aujourd'hui, quand les masculinistes vont récupérer justement du vocabulaire qui devrait nous appartenir et qui a servi à nous décrire et à décrire nos luttes, et des mots ou des slogans qui ont été tergiversés. Tout à l'heure, je parlais de mon corps, mon choix. Aujourd'hui, mon corps, mon choix sert à justifier la prostitution volontaire. D'accord? Donc, on est vraiment sur un domaine de redéfinition, de resignification des termes qui est un danger à la fois pour le féminisme, pour son courant, mais aussi sur le plan individuel pour chaque fille et pour chaque femme. Donc, si vous deviez peut-être garder une phrase de notre rencontre d'aujourd'hui, celle-ci, moi, je l'aime beaucoup parce que il me semble qu'elle permet vraiment de penser le monde et de pouvoir être un peu plus juste quand on aborde voilà, cet aspect politique, toutes ces questions-là. En bref, quelques phrases pour résumer. Donc, on ne peut pas ne pas être soi-même. Nous ne sommes pas des propriétés. Nous faisons partie de l'écosystème. C'est toutes les images que vous avez pu voir juste avant. Dire aussi, ça c'est très important, que les enfants comprennent très bien l'injustice, hein. Les enfants comprennent très bien la domination et les enfants comprennent très bien ce qu'on attend d'elles et ce qu'on attend d'eux. Donc on a besoin justement d'avoir des mots pour leur parler de tout ça. Parce que partir du principe qu'il y a forcément une compréhension qui serait défectueuse de leur contexte, c'est injuste en fait pour les enfants. Et pouvoir apporter un support qui les outille en fait. C'est pas des, comment dire, c'est pas des explications ni de comment vivre, ni, c'est vraiment comprendre le monde. Et donc, c'est pour ces raisons-là qu'on a besoin d'avoir des analyses ou des manières d'expliquer ce monde-là qui nous permettent justement de se dire qu'on est comprise aussi et voilà, et d'être dans une transmission qui soit vraiment honnête. Ce que je voudrais dire pour les adultes, c'est qu'on a une responsabilité qui est constante envers les enfants, envers les filles en particulier évidemment, et que cette responsabilité, elle est aussi envers les femmes. Donc, on doit, je pense qu'on se doit de faire attention justement pour reprendre un peu, conceptualiser, c'est politiser, la question de la souffrance qui serait niée, tout ça. Bon, eh bien, en fait, il faut sortir de l'état de confusion parce que croire qu'on manque de bienveillance ou que on pourrait faire plus d'efforts, etc. En fait, c'est aller contre l'intégrité des enfants et encore une fois des filles en particulier. Si vous connaissez, je pense que ici vous connaissez le générique du podcast Rebelle du genre, c'est exactement cette idée-là en fait qu'on retrouve derrière. Le fait qu'il y ait cet entrisme en fait qui fonctionne tellement bien, c'est parce que ça repose aussi sur cette idée que les femmes se sentent responsables du fait que on voit des personnes qui souffrent, on veut les aider, et bien sûr, et c'est ce qu'on doit faire, il n'y a pas de doute là-dessus, mais voilà, sans oublier que on ne peut pas nier, on ne peut pas mentir en fait, tout simplement. J'aimerais terminer pour la partie du livre, après je vous parlerai de la maison d'édition, mais pour la partie du livre, j'aimerais terminer avec quelques conseils. Vous dire que le livre, je crois que c'est mieux quand même de le lire avant de le proposer aux enfants, parce qu'il y a quand même des sujets sensibles qui sont mentionnés. Alors notamment
la croyance sur le changement de sexe, bon, ben ça dépendra de ce que les enfants ont déjà reçu comme information sur ce sujet. Mais il y a aussi la mention à l'avortement. C'est pas du tout un sujet central et ça fait même pas partie d'un chapitre, mais c'est des mots qui sont mentionnés. La mort et le deuil, qui sont par contre des parties importantes à la fin du livre. Donc voilà, c'est bien de de pouvoir explorer le livre avant de le transmettre, parce que ça vous permet justement de jauger un petit peu des contenus qui ont déjà été abordés ou pas. Ah oui, je mentionne aussi les règles, par exemple. Donc comme le livre, on le propose, enfin on a suggéré que c'était un livre abordable à partir de 8 ans. C'est un âge pour les petites filles, par exemple, où certaines peuvent déjà avoir leurs règles, d'autres pas encore, d'autres n'ont peut-être jamais entendu parler, pour ne citer que cet exemple-là, hein. Donc voilà, anticiper un petit peu les sujets sensibles, anticiper évidemment les questions que la lecture va déclencher parce que vous allez en avoir plein. Et surtout, une petite recommandation pour nous en tant qu'adultes personnellement, à ne pas être trop critique parce que quelquefois, on va s'en vouloir d'avoir fait des erreurs, d'avoir peut-être donné une explication qu'on retrouvera dans le livre expliquée différemment et de penser qu'on a mal transmis une information ou qu'on a expliqué quelque chose de manière erronée. Ben, c'est pas grave, en fait, ça arrive, on fait ce qu'on peut aussi. Et surtout ne pas avoir peur de ne pas tout connaître. Ce n'est pas parce qu'on est adulte qu'on a la connaissance de tous les sujets. Quelquefois, les enfants nous interrogent sur des choses qu'on ignore en partie ou totalement. Et ça, c'est pas grave. Pour moi, c'est même en fait, je pense que ça doit être un moteur dans la vie, la curiosité et l'apprentissage. Et en fait, voilà, on peut le prendre aussi comme ça et se dire qu'en tant qu'adulte, si on a appris quelque chose, ben, c'est bien aussi et on ne le transmettra que mieux par la suite. Donc voilà, en tout cas, ne soyez pas trop dur avec vous-même. Je vais passer, je pense, maintenant à vous parler un petit peu de la maison d'édition parce que ça me permettra de vous parler à la fois de notre démarche. Alors, comment dire, à la fois des livres que nous avons déjà publiés, des sujets qu'on a choisi de publier, mais aussi un petit peu de notre démarche de vente des livres, parce que ben, tout ça est lié. Donc la Trêve Édition, c'est une maison d'édition féministe indépendante qu'on a créée il y a presque 2 ans. Certainement qu'à cette époque-là, il y a 2 ans, on était en train de rédiger nos statuts, etc. Et ensuite, officiellement, on existe depuis avril 2024. Cette maison d'édition, on l'a créée à deux avec Jessica, que j'ai citée tout à l'heure. Et on l'amène à deux depuis le début. On avait déjà collaboré sur des projets, elle et moi, et en fait, c'est grâce à cette collaboration que on a vraiment senti le besoin d'avoir une maison d'édition féministe qui ose proposer une analyse qui soit critique du phénomène trans, ou donc du masculinisme trans, mais qui soit clairement féministe. Donc, c'est-à-dire, quand je parle d'approche radicale, là, dans la diapositive, c'est le féminisme radical, c'est-à-dire d'aller à la racine de l'analyse du patriarcat. C'est un mot que j'associe rarement au mot féminisme parce que je considère que le féminisme, enfin, c'est pas une considération, c'est que le féminisme ne peut pas en fait se baser de l'analyse à la racine de l'oppression. Et ensuite, une approche aussi radicalement de gauche. Et ça, c'est vrai que dans le panorama, dans le paysage éditorial à ce moment-là, on avait très peu de choses qui allaient dans ce sens-là. Et donc, on s'est dit que c'était peut-être à nous, en fait, de créer cet espace qui n'existait pas, avec l'idée que ça serait un espace en fait de lutte contre ce dogmatisme, un espace éventuellement de dialogue, ce que je vais nuancer encore une fois parce que dialoguer, ça ne veut pas dire dialoguer sur tous les sujets, sur n'importe quoi et avec n'importe qui, hein. Je veux dire, on a nos idées évidemment, mais par contre, on peut aussi avoir une approche bienveillante de ces questions-là, inviter les personnes en questionnement à lire le matériel qu'on propose maintenant, à lire nos publications pour pouvoir s'outiller et à partir de là, justement, avoir une discussion
qui sera certainement plus enrichissante que simplement opposer des idées dogmatiques qui ne font avancer personne. Donc tout ça, c'était au cœur de notre démarrage, on va dire. Même si les livres publiés actuellement, donc je vous montre à nouveau, on a Définir sexe et genre de Robert Jensen, qui est un journaliste. On a de Jane Clare Jones, une philosophe, Le sexe, le genre et Judith Butler. On a également Ni Jean Dimètre du penseur Nicolas Cazot qui fait une analyse sur une cinquantaine d'années d'opposition au féminisme au mouvement en trans. Et ensuite, il y a l'album Nous sommes nos corps qui complète, donc qui est notre quatrième ouvrage publié. Donc vous voyez que pour l'instant, c'est des sujets qui concernent vraiment cette idée de la critique du masculinisme trans, même si dans mon livre, ce terme-là n'est pas employé explicitement. Mais en fait, c'est juste traiter le masculinisme, enfin une forme de masculinisme supplémentaire. L'idée, c'est de pouvoir continuer à analyser avec d'autres ouvrages, d'autres formes d'oppression des femmes. Et donc, je vous ai mis également sur la diapo notre petit texte de présentation sur notre page, parce que c'est vraiment important pour nous de pouvoir montrer notre ancrage intellectuel, en fait. Donc, la Trève Édition, une maison d'édition indépendante dédiée à la publication de textes féministes inspirés par l'héritage intellectuel et militant d'Andrea Dworkin. Le mot concrètement de la trêve, il vient d'un discours prononcé par Andrea Dworkin dans lequel elle demande aux hommes une trêve de 24 heures pendant lesquelles ils ne nous violeraient pas. Et on voit bien qu'aujourd'hui, avec l'ampleur des violences sexuelles et des féminicides, on est encore loin de cette demande et enfin, ce respect envers les femmes, ne serait-ce que sur 24 heures sans nous agresser, n'existe pas, même dans les sociétés qui se prétendent les plus évoluées. Donc voilà pour notre nom, pour notre démarche. Nos valeurs, bon, évidemment, nous sommes féministes, c'est-à-dire qu'on veut l'émancipation pour toutes les filles et pour toutes les femmes. Et dans ces valeurs féministes, il y a l'abolitionnisme, donc bien sûr du genre, puisque c'est la structure sociale qui organise toute la discrimination, qui organise la culture du viol, qui organise les féminicides. Et qui découle de cette idée-là, eh bien, l'abolition des systèmes d'exploitation sexuelle et reproductive, que je renomme donc pornographie, prostitution, maternité de substitution, enfin, et toutes les formes de commercialisation des femmes, des filles et des femmes. Nous sommes également universalistes et intersectionnels parce que les violences masculines contre les filles et contre les femmes, elles sont globales, elles sont diverses et elles sont également mêlées à d'autres discriminations qu'on va reconnaître aussi. Hum, nos projets. Eh bien, on a déjà 3 livres publiés sur le masculinisme trans. On a Nous sommes nos corps et les traductions qu'on vient de recevoir en espagnol et en anglais. Donc ça, c'est génial parce qu'on a eu vraiment un fort intérêt pour avoir ces textes dans d'autres langues pour que les idées du livre soient diffusées plus largement. Donc ça y est, ça nous a bien occupés et ça nous a demandé vraiment de refaire ce travail sur la langue parce que d'une langue à une autre, eh bien, la manière de composer les phrases n'est pas la même. Donc c'était également très enrichissant. Je remercie au passage, je pense qu'elle nous écoute aujourd'hui ou sinon ça sera en replay, mais je remercie Sylvia de Feministas de Catalunya et je remercie également beaucoup Maria qui a traduit et corrigé la version en anglais. À venir, ça c'est des projets qui se sont concrétisés là récemment et on en a d'autres derrière la tête, mais là à venir, on a un livre sur la prostitution qui arrive bientôt et un livre sur le consentement sexuel qui est une traduction en cours pour l'instant, mais qui ne devrait plus trop tarder non plus. Et en même temps, je veux en profiter pour remercier vraiment beaucoup les personnes qui nous soutiennent. Je sais que vous êtes nombreuses aujourd'hui et que beaucoup de personnes ont rendu possible en fait la réalisation des projets.
parce que de tous les projets d'ailleurs, parce qu'on a fonctionné sur un système de prévente. Donc, on a une page, on avait une page sur Ulule l'année dernière sur laquelle on a présenté donc les deux premiers livres qui étaient ceux-là, qui étaient le livre de Robert Johnson et le livre de Jane Clare Jones, qui étaient les livres qui nous ont permis de lancer en fait notre activité éditoriale. Et là, actuellement, on a toujours la cagnotte qui est ouverte pour qui est un système de prévente. Hein. C'est pas une cagnotte pour financer sous forme de dons uniquement. On vend en contrepartie les livres. Donc là, c'est les traductions, quelquefois avec des combinaisons. Et en fait, ça, bah, pour nous, c'est très important parce que je l'ai dit avant, on est indépendante. On a commencé notre activité avec nos propres deniers. Et donc, toutes les préventes qu'on a pu faire nous ont permis vraiment de pouvoir lancer l'activité sans que ce soit difficile pour nos propres économies. Donc voilà, et surtout, ça nous permet de continuer parce que les préventes, voilà, nous permettaient d'avoir de l'argent sur notre compte en banque pour pouvoir acheter les impressions. Et par rapport à ça, je voulais faire aussi un petit commentaire sur le fait que le livre, alors notamment le livre illustré, sur les autres livres, on n'a pas eu trop ce problème, mais le livre illustré, c'est un livre grand format qui a une illustration toutes les 2 pages, donc de la couleur partout. Ça nous a obligés à le proposer à un prix qui n'est peut-être pas accessible pour tout le monde. Et on aurait aimé pouvoir proposer un prix plus ajusté. Mais du coup, ça me permet aujourd'hui, en vous présentant la maison d'édition, de vous dire que c'est vraiment très important pour nous de enfin, on se sent très soutenu en fait, et de se dire que du coup, quand on achète un livre qui peut sembler cher, on soutient notre projet. Vous avez le livre, mais vous soutenez notre projet. Vous soutenez aussi les projets qui vont fleurir grâce à ces ventes-là. Donc c'est vraiment un achat politique et on vous remercie pour ça parce que voilà, on sait que c'est pas facile. Les féministes, les femmes ne sont pas riches et les féministes non plus. Voilà, vraiment un merci très chaleureux de notre part à toutes les deux hein, pour toutes les préventes qui ont déjà été réalisées et celles qui sont en cours d'ailleurs, qui ont permis de faire les tirages donc, de la version anglaise et espagnole de Nous sommes nos corps. Et voilà, et je voulais juste dire pour expliquer, enfin, dans la logique de l'explication des tarifs, etc., dire que comme on est une petite structure et que on fait vraiment, on avance petit à petit, nos tirages sont de petits tirages. Donc voilà, donc on n'a pas d'économie d'échelle, ce qui est également un poids sur l'impact économique. Voilà, donc vraiment, merci beaucoup pour ça. Ah oui, je termine, et là vraiment, on va vers la fin. Je termine avec ces quelques questions qui me semblent intéressantes en fait pour continuer à réfléchir ensemble. C'est pas des questions auxquelles on va répondre aujourd'hui. C'est des questions que je vous laisse là pour nourrir peut-être votre propre réflexion. Mais pour moi, c'est intéressant de me dire que c'est justement en posant ces questions, en les reformulant, quelquefois en transformant un petit peu la logique de la phrase, que notre réflexion et notre démarche intellectuelle s'améliorent. Donc ici, je propose toutes sortes de questions différentes. Donc, à qui profite le brouillage entre sexe, genre et identité? Que devient l'intégrité quand le corps est pensé comme un projet individuel? Pourquoi le monde préfère des filles qui doutent d'elles-mêmes? Pourquoi le corps des femmes? Je mets le corps des femmes parce que bien sûr, c'est des femmes qu'il s'agit. Hein. Quand on exploite le corps d'une femme, on exploite la femme tout entière. C'est jamais une chose partielle et c'est jamais un fragment. Donc pourquoi les femmes, le corps des femmes est toujours le lieu du débat et pas le corps des hommes? Comment le capitalisme, pardon, c'est ce qui nous donne d'ailleurs cette idée de le corps des hommes, c'est quelque chose qui est intégral, il y a une intégrité de facto en fait, alors que pour les femmes, non, on arrive beaucoup plus facilement à les dissocier et à les fragmenter.
comment le capitalisme industriel redéfinit ce que signifie disposer de son corps. La promesse technologique remplace-t-elle la réflexion politique? Et que perd le féminisme quand il adopte le langage du marché et du choix individuel? Enfin, que transmettons aux enfants quand on nie la finitude du vivant? Donc voilà quelques questions pour vous. Euh, et pour le mot de la fin, presque la fin, j'aimerais revenir sur des commentaires qui m'ont été faits lorsque j'aborde ce sujet que j'ai développé aujourd'hui. Et on sait que ça touche à beaucoup de débats actuels, hein, que ça commence à sortir même du féminisme, donc je pense que ça devient assez universel. Une amie, par exemple, s'était étonnée que je ne nomme pas la transidentité dans le livre. Donc, vous rappelez que le livre, c'est pas un espace de confrontation, en particulier celui-là, puisqu'il est pour les enfants. Donc, vraiment, c'est pas du tout un espace pour la confrontation. C'est un livre qui doit pouvoir être lu par toutes et par tous, sans exclusion. Et que c'est pour ça que je suis restée sur le terrain fondamental qui est commun à tous les êtres humains, c'est-à-dire le vivant. L'autre commentaire que j'ai reçu et qui m'a vraiment, parmi ceux qui me marquent le plus, c'est que les militantes comme moi, comme beaucoup des militantes que vous avez aujourd'hui, que vous êtes aujourd'hui, qui sont présentes, on a entendu un nombre calculable de fois le fait qu'on nierait la souffrance de se sentir dans le mauvais corps. Je crois que Francine était là tout à l'heure, je crois que je l'ai vu dans le chat. Ça fait partie de ces fameuses inversions patriarcales, hein. C'est totalement faux. C'est faux de dire... Alors déjà, c'est faux parce que les sentiments sont des choses réelles. Ça, c'est la première chose. Par contre, vivre des situations symboliques, puisque c'est le propre de nos sociétés, euh, ce n'est pas ça le problème en fait. Ce qui est violent, c'est de laisser croire qu'un corps, donc c'est-à-dire une personne, hein, si vous avez bien suivi, puisse être erroné. D'accord? On peut très bien avoir ces discussions-là. Là, le problème, quand on part de l'idée qu'il y a une souffrance de se sentir dans le mauvais corps, on est sur un terrain qui est identitaire en réalité. Donc, pour terminer, cette fois, pour de vrai, on peut accompagner une personne dans sa souffrance sans lui mentir, sans nier la réalité. Et je vais vous mettre la dernière diapositive avec mes remerciements, vraiment mes remerciements les plus chaleureux parce que c'est très émouvant d'être connecté là aujourd'hui, de vous parler. C'est pas un exercice facile en plus, donc je suis contente d'être allée au bout de tout ça. Et avec ce merci, je vous renvoie vers les quelques liens qui pourraient vous intéresser si vous souhaitez vous procurer à la fois Nous sommes nos corps, mais aussi nos autres ouvrages. Les ouvrages à venir se retrouveront aussi soit sur une prévente, soit sur notre boutique. Et n'hésitez pas à aller sur l'Instagram de Rita. Vous avez le arrobas qui est affiché aussi. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup, Aurore, c'était passionnant. Il y a eu, on était très, très suspendus à tes lèvres, ce qui fait qu'il n'y avait pas du tout de questions. Je me disais, mais personne n'a de questions à se poser. Et là, d'un coup, bam, 17. Donc, en fait, c'est simplement qu'on était un peu sidérés comme d'habitude, par la clarté de tout ce que tu nous apportes. Et merci beaucoup. Alors, au niveau des questions, déjà, une première question posée par Valentine, puis ensuite reprise par Muriel Petit de Bruxelles, donc Valentine d'Avignon, hein. Sur la question de l'âge, des lecteurs, et alors avec une question un petit peu plus précise pour Muriel, puisqu'elle a elle a une élève de 11 ans à qui elle aimerait prêter le livre, mais elle se demande si ça pourrait être vu comme du prosélytisme, sachant que cette jeune fille lui a dit vouloir être un garçon il y a 3 ans. Même si depuis, elle n'a pas remontré de signes d'inconfort particulier. Et donc la question, c'est est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être perçu comme du prosélytisme ou éventuellement qui la mettrait en tort dans son travail d'enseignante? Alors déjà, coucou les copines. Il y a tout un tas de Euh, copines.
Je dirais, donc là, moi j'avais indiqué à partir de 8 ans, mais c'est très important de prendre en compte la maturité des enfants auxquels on pense quand on va offrir le livre. Donc des fois 8 ans, ça peut paraître jeune. J'ai eu aussi des personnes qui m'ont dit que c'était largement correct pour les enfants de leur entourage. Donc vraiment, je vous conseille, je reviens sur le conseil que j'avais donné tout à l'heure, lisez le livre avant pour pouvoir identifier les sujets qui pourraient être sensibles, parce que au-delà de cette question sur le prosélytisme que tu poses, Muriel, je pense que la question des règles de l'avortement, c'est des questions qui sont peut-être plus urgentes en fait que la question de l'identité ou de la croyance dans l'identité de genre. Donc lisez bien les contenus, identifiez ça. Identifiez également peut-être les questions sur la mort et sur le deuil, parce que ben, selon votre contexte familial du moment, si vous êtes touché par un décès à ce moment-là, ou un décès qui va arriver, ou le livre peut à la fois servir à expliquer, mais peut-être à distance de l'événement. Donc, prenez le livre en main et soyez. Je pense que vous pouvez vous faire confiance, en fait, c'est ça que je veux dire. Faites-vous confiance parce que vous ne ferez pas d'erreur de toute façon fondamentale en donnant ce livre à qui que ce soit d'ailleurs. En fait, moi, je pense que c'est un Par... livre qu'on peut parfaitement lire avec, au lieu de le donner à lire. Hmm, C'est vraiment typiquement le livre qu'on peut lire avec un enfant et notamment les petits jeux au milieu, là, correct, pas correct, imagine, etc. Je trouve que ça se prête beaucoup à la discussion adulte-enfant. hmm. Tout à fait, tout à fait. C'est aussi pour ça, je pense que mon côté prof se voit beaucoup dans le bouquin parce qu'il y a ce rapport vraiment à la pédagogie et donc l'accompagnement adulte. Comme tu dis, Blandine, ça peut être voilà, à la maison, mais ça peut être aussi dans un contexte éducatif. Et du coup, pour revenir sur le prosélytisme, ça c'est une question qui est complexe parce qu'en fait, je dirais que non, puisque les mots justement de transgenre, transactivisme, non-binaire, enfin tout ce jargon-là n'est pas utilisé. Je pense qu'il n'y a rien qui serait à charge en fait dans le livre, même si je dis des choses qui sont discutées par d'autres. Par les prosélytes de la croyance du genre, notamment sur les troubles du développement sexuel, etc. Donc ce qu'on peut appeler intersexe, intersexuation, hein, ces termes-là. Ça, c'est mentionné également. Mais en fait, je n'ai rien écrit qui ne soit pas vérifiable. Donc on a toujours la science et des sources pour justement nous appuyer et être sûr qu'on n'est pas dans une démarche identitaire, en fait. Vraiment, c'est ça qui est au cœur de l'idée de faire cette dynamique, quoi, c'est vraiment sortir des relations identitaires. Par contre, je disais que c'était épineux quand même, parce que au niveau des gouvernements, et alors c'est le cas en Espagne, c'est le cas en Belgique, c'est le cas dans beaucoup d'endroits, c'est le cas en France de plus en plus aussi, on a dans les directives aujourd'hui des diverses éducations nationales. La mention de l'identité de genre qui est dans les textes. Donc effectivement, ça peut certainement poser problème à des gens, que ce soit des profs ou que ce soit des parents, ou, qui seraient dans cette recherche de vouloir contrer en fait les arguments scientifiques qui vont finalement servir à démonter leur propre approche qui ne tient sur rien en fait. Voilà. Donc ça c'est délicat. Il faut que tu vois par rapport Muriel par rapport à ce qui se passe dans les établissements. Ne pas se mettre en danger, évidemment, hein. Jamais pour un contenu comme ça, ne vous mettez pas en danger. Et si le plus sûr, c'est de cantonner le livre à votre sphère privée, ben faites-le comme ça. En tout cas, je me dis que si cet enfant te parle, c'est peut-être qu'il a besoin de réflexion et de réponse, et il y en a dans le livre. Oui, ce qui est intéressant aussi dans le livre, c'est qu'il peut ne pas être lu en intégralité d'un seul Mm. coup. Il peut être aussi utilisé un peu en quelque chose comme des fiches outils. Par exemple, c'est quoi être adulte? C'est quoi le sexisme? Est-ce qu'on peut reconnaître une fille d'un garçon? On est soit femelle, soit mâle. Qu'est-ce qui change ou pas dans un corps, etc. Il y a toutes ces questions qui sont posées, auxquelles il y a des réponses qui sont très simples et très bien illustrées, qui peuvent aussi être utilisées, je pense, indépendamment les unes des autres. Il n'y a pas forcément une progression obligatoire dans le livre. Ouais, tout à fait. Bon, bah du coup, c'était un point d'interrogation, mais tout à fait, d'accord.
Non, non, mais enfin, vraiment, c'est ça. En fait, tout à l'heure, quand je disais le côté prof que moi je vois beaucoup dans le livre, c'est parce que je pense que je pense que je l'ai pensé un peu comme des fiches didactiques, en fait, des fiches pédagogiques. Et la manière de le développer, c'était ça. Le fait qu'on puisse prendre, aller juste sur une section du livre pour répondre à une question que on recevrait et donc s'interroger sur cet aspect-là. D'ailleurs, en fait, je peux vous montrer ça dans le... Enfin, je peux pas vous le montrer très, très clairement, mais dans l'index, dans la table des matières, on a des thématiques, en fait. Par exemple, pour tout ce qui est un corps, c'est quoi, es-tu un être humain, etc. Ça va être regroupé dans la catégorie les corps vivants. On a une autre catégorie qui est je suis mon corps. Une autre qui parle de la diversité des corps, dans lequel on a justement l'interlude avec les petits exercices qui permettent de faire les enquêtes. Sur le rose et le bleu, Oui, grandir et se reproduire, ou le pas. vieillissement et la mort. Voilà. Donc, pour moi, c'est vrai que l'approche, elle était vraiment, enfin, c'était hybride en fait entre exposer cette démarche intellectuelle féministe et aussi le côté enseignement de comment organiser les idées, quoi. Alors maintenant, je vais venir sur des questions qui concernent plutôt ta maison d'édition. Déjà, est-ce que vous avez eu des ennuis, des attaques par rapport à votre positionnement ou non, pour le moment, tout va bien? Pas du tout. Ouais. Pour le moment, tout va bien. On n'a eu aucun problème, mais c'est vrai qu'on est petite, en fait. On n'a pas encore, enfin, je pense qu'on n'est pas assez connu pour susciter, enfin, je sais pas. On n'a pas eu ça encore. Par contre, c'est vrai qu'on s'y prépare depuis avant notre création. Donc, nous, notre idée, c'est de dire que on a des outils, en fait, et que nos outils servent de réponse à toutes les interactions qu'on pouvait avoir. Donc, si on a des personnes qui souhaitent s'opposer à nos idées, on peut les inviter à lire nos contenus et ensuite à continuer de débattre. En Oui. fait, nous, on est équipés finalement avec tous ces livres. Oui, mais on est même équipé intellectuellement, ça n'empêche Oui, pas les agressions, en fait. tout à fait. On sait aussi la grande part de mauvaise foi et de violence hein, à laquelle on fait face malheureusement. Donc, en tout cas, Mm. merci d'avoir prévu dès le départ parce que je pense que enfin, un jour ou l'autre, On sait que ça va ça peut arriver. servir. Voilà. Mais après, je pense que voilà, si vis pacem, parabellum. Alors, il y a eu des questions aussi dans les questions-réponses, là, sur le positionnement de la maison d'édition. Deux questions. Alors, une question, je dirais, un peu théorique sur le positionnement à gauche. Évidemment, quand on sait combien la gauche bah, nous fait du tort Mm. hein, et se comporte mal avec les féministes critiques du genre. Féministes, quoi, tout court, puisque forcément on est féministe, donc on est abolitionniste du genre. Ça, c'est la première position, la première question. Mais l'autre question un petit peu plus subtile, enfin, même si la première, elle est subtile aussi, c'est cette question de positionnement universaliste et intersectionnel. Et je pense que c'est très intéressant que tu puisses apporter un éclairage sur ce mot intersectionnel qu'en tant que féministe, on doit récupérer aussi, on doit aussi se battre pour ce mot-là. C'est ça. Ben, merci de le dire comme ça parce qu'en fait, c'est vraiment cette idée-là. C'est l'idée de récupérer, alors je commence par la fin, mais l'idée de récupérer les mots qui nous servaient à nous définir et aujourd'hui qui sont usurpés par une autre catégorie, un autre combat social en fait, qui n'est pas du tout du féminisme. Et en fait, non, c'est important de pouvoir revendiquer même ce mot-là, parce que le fait de parler, alors je commence peut-être par universaliste, ben, l'universalisme, c'est cette idée que les femmes subissent la violence des hommes, la violence patriarcale partout sur la planète. Il n'y a pas de lieu dans lesquels, il n'y a pas d'époque non plus, vraiment, dans lesquels les femmes n'aient pas subi ces violences-là. Et en fait, c'est justement ce qui va permettre de se reconnaître dans ce système d'oppression. Bien sûr, on va reconnaître aussi que les manières de nous opprimer ne sont pas les mêmes en fonction des pays, des régions du monde.
je pourrais même vous apporter une distinction de plus qui intellectuellement est super intéressante. C'est une féministe argentine et espagnole qui établit cette distinction, qui parle de patriarcat de consentement et de patriarcat de coercition. Et évidemment, tout est patriarcat, hein. Il n'y a pas plusieurs patriarcats comme il n'y a pas plusieurs féminismes. Mais elle parle de ça parce que ça permet justement de faire cette distinction entre les pays qui sont considérés comme des pays ou des régions du monde qui sont considérés comme des endroits avancés, riches, enfin tous les qualificatifs qu'on voudrait leur mettre, mais en tout cas égalitaire déjà, qui serait sur un plan formel, on va dire, notamment le plan légal, où l'égalité serait atteinte. Ça, on sait très bien que c'est faux, même si on a énormément de lois aujourd'hui qui sont dans le sens des femmes, on sait que la pratique n'est pas dans le sens des femmes. Donc, elle fait cette distinction pour cette raison-là, pour montrer qu'en fait, il y a plusieurs formes de soumettre les femmes. Et aujourd'hui, dans les patriarcats de consentement, c'est ce qu'on retrouve. C'est pour ça que la question de mon corps, mon choix, du consentement, elle est primordiale, mais vraiment, c'est quelque chose aujourd'hui qu'on ne peut pas laisser de côté, parce qu'on est en train de mettre la responsabilité sur les femmes de la violence et sur les filles de la violence que nous subissons. Et ça, c'est pas possible. Parce que justement, c'est encore être dans cette dynamique d'inversion de la responsabilisation en fait de la victime. D'accord? C'est sûr que c'est beaucoup plus facile quand on parle des patriarcats de coercition. Immédiatement, on va penser à l'Afghanistan, hein. Je veux dire, immédiatement, on va penser à des situations comme ça extrêmes où on a l'impression que c'est très facile en fait de reconnaître la violence que les femmes subissent. D'accord? Et en fait que ça serait ça la vraie violence. Et donc, dans les patriarcats de consentement, les femmes ont beaucoup moins le droit de se plaindre finalement. Donc voilà, je vous laisse en tout cas sur cette idée-là parce que vous savez qu'on vient d'avoir une redéfinition de la définition du viol. Et on a besoin en fait de garder en tête que cette redéfinition, elle est peut-être pas positive pour les femmes, pour les victimes, qui vont devoir se défendre et qui vont devoir expliquer certaines choses sur la base justement de ce patriarcat de consentement dans lequel nous sommes aujourd'hui. Donc voilà, à voir ce qui va se passer. Sur l'intersection des discriminations, c'est ça, être intersectionnel, c'est c'est reconnaître, pardon, reconnaître qu'il y a différentes discriminations. Par exemple, on peut être une femme hétérosexuelle ou une femme homosexuelle et on ne va pas vivre les mêmes leviers de discrimination. Donc, on sait que l'homophobie, donc la lesbophobie dans ce cas-là, ça va être une discrimination supplémentaire ajoutée à la discrimination déjà qui est de base, parce que c'est la première, hein, le fait d'être une femme et le patriarcat, c'est la première oppression qui existe. Par-dessus ces oppressions, il y en a d'autres, mais ça, c'est la première qui existe. Et donc, reconnaître ces autres oppressions qui viennent également nuire aux femmes et qui vont les soumettre de manière encore plus forte, certainement. Voilà, donc c'est ça. L'idée d'universalisme, c'est se reconnaître. Toutes les femmes subissent cette violence des hommes, mais en même temps, toutes les femmes ne viennent pas des mêmes milieux et donc peuvent subir aussi différentes formes d'oppression par-dessus l'oppression patriarcale. Je crois qu'il y avait une question sur la gauche, Blandine, c'est ça? Oui, sur la gauche, bien sûr, Ok. oui. Par rapport à la gauche, alors, je dirais que des gens doivent faire une distinction entre la gauche médiatique et la gauche radicale. La gauche radicale qui sera donc radicale dans le sens, encore une fois, de racine, aller à la racine des questions, c'est-à-dire les luttes sociales, l'émancipation, enfin, ces questions qui sont au cœur de comment je peux vous dire, pour aller dans le sens du féminisme, eh bien, qui sont contre ce rigorisme en fait du genre, d'accord? Donc, en opposition alors, la gauche médiatique, pour revenir sur ce point-là déjà, la gauche médiatique aujourd'hui, c'est celle qu'on va critiquer. Parce que justement, sur ces discours en fait qui sont réécrits,
et qui vont donner la sensation de discours de liberté. Ils vont justement aller à l'encontre de la liberté des femmes parce que leur réinterprétation, c'est que si une femme peut disposer de son corps, par exemple, et que donc elle choisit la prostitution, qu'elle choisit de se vendre sur OnlyFans, par exemple, toutes ces variations de l'exploitation sexuelle masculine des filles et des femmes qui existent, ça va être effectivement défendu par cette gauche médiatique qui va baser son discours sur la liberté. Et évidemment que aller contre ce discours-là, ça donne la sensation, pour l'opinion générale, d'aller contre la liberté. Et ça, ce n'est pas tolérable. Aller contre la liberté, ce n'est pas tolérable. Mais ce n'est pas ce que fait le féminisme. Parce qu'on ne peut pas mettre sur le même plan la liberté de se vendre, enfin, vous voyez l'aberration, avec l'émancipation des filles et des femmes. Donc, il y a cette idée que, effectivement, la gauche aujourd'hui, et c'est la gauche qui est la plus visible, va contre les filles et les femmes sur ce plan-là. La gauche, c'est d'ailleurs aujourd'hui le milieu qui va soutenir de manière active et de manière très prosélyte cette croyance dans l'identité de genre, qu'on peut avoir des identités diverses, divers sexes, toutes ces choses-là. Donc, voilà, donc effectivement, on ne peut pas être allié avec ce genre de démarche intellectuelle. C'est pas possible. Mais en même temps, ça pose des questions sur la gauche. Est-ce que c'est vraiment ça, la gauche? C'est comme quand on s'interroge sur le féminisme. Est-ce qu'on peut être féministe libéral? Est-ce qu'on peut être féministe avec je sais pas quel autre adjectif? Ça n'aurait pas un petit C'est goût d'oxymore, tout ça? c'est ça. Donc ça L'esclavage interroge, libre. voilà, ça interroge vraiment ces questions-là. Maintenant, nous, on tient à se revendiquer de gauche, tout comme on tient à se revendiquer féministe et comme on tient à se revendiquer ancré contre le masculinisme trans, justement pour ces raisons-là, pour récupérer aussi notre lieu pour la lutte, parce que on ne peut pas lutter à droite, puisque la droite et l'extrême droite sont les lieux justement du rigorisme traditionnel du genre. Donc en Oui, fait, de on est sur l'exploitation des femmes, tout de ça. l'exploitation des femmes, mais justement sur cette rigidité des stéréotypes. Oui. Et en fait, on retrouve la même chose, j'espère que j'explique de manière assez claire, mais on retrouve la même chose dans cette gauche qui va être prosélyte de l'identité de genre, sauf que les stéréotypes, on va peut-être les inverser, parce qu'au lieu de dire, ah, tu aimes, je sais pas, le maquillage, donc tu es une fille, Non, ce qui non, serait la logique, voilà, non, c'est le contraire. cette Tu es une fille, donc tu aimes le ça, c'est la droite. maquillage. Voilà. Et donc, à gauche, faire le contraire, dire si tu aimes le maquillage, Et donc que c'est que tu es une tu es une fille. fille. Voilà. Voilà. On a une inversion, un rééquilibrage, mais en fait, les conclusions sont les mêmes et le rigorisme, vraiment, pour moi, une sorte de fondamentalisme religieux, en fait. On a un rigorisme vraiment très ancré dans ces mouvances-là. Donc, nous, on récupère aussi cette notion de la gauche, parce que le féminisme, c'est un mouvement d'émancipation, comme d'autres luttes qui se situent à gauche également, et on a besoin de ne pas perdre ce sens-là. Eh bien, écoute, Aurore, il y a encore d'autres questions, mais là, il est déjà 19h30, donc on est à la limite un peu qu'on s'était fixé. J'invite celles qui le souhaitent à te contacter directement sur le site de la maison d'édition. Je pense que tu as beaucoup fait réagir sur tous les sujets que tu as apportés. Il y a eu beaucoup de questions sur comment se procurer le livre. Donc, vous Hmm. pouvez vous le procurer soit directement sur le site de la Trève Édition, soit auprès de votre librairie qui fera le nécessaire. Vous commandez le livre et ça arrivera. Si vous êtes en France ou en Europe. Pour ce qui est du Canada, c'est un petit peu plus complexe, puisque évidemment, on est de part et d'autre de l'Atlantique, mais je crois que, il y a une discussion là qui s'est ouverte tout à l'heure. Je pense Oui, qu'on c'est ça. on va devoir conclure, à moins que je vais te laisser le mot de la fin avant de terminer. Je pense vraiment que je vous ai tout dit, mais encore un gros merci très chaleureux parce que c'est très émouvant pour moi d'être ici et d'être si bien entourée en plus. Donc, merci pour votre écoute.
Bon, eh bien, écoutez, on va se séparer comme ça, du coup. Donc, je vous rappelle que je vous remercie déjà d'avoir été si nombreuses aujourd'hui. On était quand même assez nombreuses, beaucoup de militantes qui ont été très actives dans le chat. Je vous rappelle que vous pouvez adhérer à WDI France via Hello Asso si vous êtes une femme. Si vous êtes un homme, vous êtes invité à laisser un don. Les prochains webinaires qui sont programmés pour le moment seront en février autour des actions de la SIAMS. Et en mars, Stéphanie nous parlera de son collectif d'aide et de lutte contre l'inceste et les coercitions sexuelles. Mais il est possible d'adapter encore le programme, puisqu'on a aussi la sœur de Betty Lashgar, Siam Lashgar, qui va intervenir pour nous parler de sa sœur. Je vous souhaite une bonne fin de week-end, une bonne reprise pour ceux qui reprennent le travail demain. Merci à toutes et au revoir. Merci beaucoup, Aurore. Merci beaucoup.